Parfait. Donc, bienvenue à tous. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi, c'est Catherine Mercier. Je suis chargée de projet au groupe Pro Conseil. Et donc, c'est ça, on a décidé de continuer un peu la tradition des journées retour-regard malgré la situation actuelle. On a fait une version raccourcie. Puis, on va surtout se concentrer sur la présentation des résultats du projet YDrop avec Michel. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Donc, voilà, bienvenue à notre webinaire. OK. Donc, je vais juste vous expliquer rapidement. Donc, moi, j'ai le pouvoir sur vos caméras et vos micros. Donc, c'est ça, je pense que ça va être plus fluide là, si tout le monde, on garde les micros, les caméras désactivés. Là, on s'est dit qu'au début, on vous dirait quand même un petit allô, là, Michel et moi, pour que ce soit un peu plus convivial. Mais ensuite, pour que ça soit plus fluide, on va fermer les caméras. Et en fait, à la fin, si vous avez des questions, on a décidé d'essayer de prendre les questions à la fin. Vous pourrez activer votre micro, là. Vous pouvez quand même le faire vous-même dans le bas de l'écran, là, au centre. Ou aussi, si vous allez dans le chat, donc en haut à droite, il y a un petit onglet, une bulle. Vous cliquez dessus, écrire à tout le monde, et vous pouvez soit écrire votre question là, ou dire que vous avez une question, puis je peux désactiver votre micro, et là, vous allez pouvoir poser la question. Et on va enregistrer, donc c'est ça, l'enregistrement est commencé, pour qu'on puisse partager la vidéo après là, à tous. Et donc voilà. On nous a demandé de faire un rappel là, par rapport à la situation du COVID-19. Donc, c'est ça, là, conformément aux directives du ministère, là, il faut nos bureaux demeurent fermés au moins jusqu'au 4 mai. Mais on peut continuer là, toutes les activités de télétravail et certaines activités au champ qui sont essentielles. Par contre, on demande de faire attention pour minimiser les risques de contamination, donc et de respecter les mesures d'hygiène, là, donc de se laver les mains avec du savon, de garder une distance minimale de 2 mètres, d'éviter les contacts physiques et de favoriser les rencontres au téléphone ou en vidéoconférence. Et voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Michel, pour le moment. Parfait. Donc, on va passer tout de suite à la présentation de Michel sur le projet qui s'est terminé en 2019 sur le projet SCAN et YDrop. Donc, je vais essayer de partager mon écran pour que Michel puisse le faire. Voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Aussi, si vous auriez des questions. Pardon, je sais pas s'il y avait des commentaires. Donc, oui, donc c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans le chat, dans le petit onglet, la bulle en haut à droite que vous pouvez poser. Puis au pire, vous pouvez les poser pendant la présentation, puis on les demandera à Michel à la fin. Comme ça va être plus clair pour l'enregistrement et s'il y a des gens qui écoutent après. Donc voilà, je vais laisser la parole à Michel maintenant. Bonjour, bonjour tout le monde. Pour commencer, je voulais dire un gros merci à vous, les agriculteurs, hein, les travailleurs essentiels. Je pense que là, tout le monde réalise votre importance. Ça fait du bien au moral. Puis, je veux juste vous dire que ça va bien aller, fait que lâchez pas. Je commence ma présentation, fait que je vais basculer vers ma présentation PowerPoint. Vous ne me verrez plus, vous allez juste m'entendre. Puis, si jamais il y a quelque chose, un problème, j'ai Hubert en backup tout près qui va venir m'aider si jamais j'ai des problèmes. Fait que, on commence la présentation. Bon, ben parfait. Fait que bonjour, je m'appelle Michel Breton. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter et si on gérait mieux, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est et si on gérait mieux l'azote dans nos champs? Fait que la réponse, ça provient de notre projet qu'on a fait
qui s'appelle la gestion adaptative de la fertilisation azotée dans le maïs grain par le fractionnement des apports avec les technologies SCAN et Y-Drops. Voici le plan de ma présentation, c'est comment on va passer les 30 prochaines minutes. Fait qu'on va faire une petite mise à niveau. On va regarder le concept scan. Après ça, je vais vous expliquer le Y-Drops, comment ça fonctionne. Ensuite, on embarque dans les essais à la ferme. Je vais parler des résultats de nos 3 années d'essais, puis on va faire une belle conclusion. J'embarque avec le concept scan. C'est un concept qui a été développé par Nicolas Tremblay, agronome PhD à Agriculture Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, lui, il a fait une méta-analyse pour regarder qu'est-ce qui influençait les rendements du maïs. Puis, il a trouvé que c'était 4 facteurs qui revenaient tout le temps: le sol, la culture, l'atmosphère et l'azote. C'est un algorithme qui permet de calculer la dose d'azote appliquée en maïs grain en poste levé selon la pluviométrie puis la texture du sol. C'est IFIGIS parce qu'Agriculture Canada, une fois qu'ils ont développé un outil, ils ne peuvent pas le commercialiser. Fait que c'est maintenant IFIGIS qui vend l'application et l'outil d'aide. Qu'est-ce que vous faites? C'est vous vous inscrivez à chaque année. Vous pouvez le faire via le club aussi. Puis, on envoie la journée que vous voulez faire une application d'azote, les champs, puis ils vont nous sortir une dose scan. Fait que ça va revenir souvent dans ma présentation, la dose scan, fait que soyez pas surpris. Dans notre projet, vous voyez, on a installé des stations météo pour avoir plus de précision, mais c'est sûr qu'avec AgroMétéo, on a vraiment une belle base de données qui est intéressante. Comme je vous disais, le concept scan, on a besoin du précédent cultural, on a besoin de savoir la matière organique qu'il y a dans le champ, fait que souvent, on a tous vos analyses de sol, fait que c'est assez facile. Les rendements probables, on a un grand territoire, on a des champs qui sont à la présentation, on a des champs qui sont à Saint-Eugène. Les rendements ne sont pas tous pareils, fait qu'on fait un rendement probable et aussi on fonctionne avec le ratio prix. Si le maïs est à 300$ la tonne, on peut toujours rêver, versus à 150, la dynamique ne sera pas toujours pareille. Vous allez voir dans la présentation aussi l'acronyme AWDR. C'est un concept qui a été développé encore une fois par l'équipe de Nicolas. Puis, ça donne, plus le chiffre est élevé, plus la distribution de pluie est égale et abondante. Et donc, c'est un indice qu'on a besoin pour faire le calcul de la dose scan. Puis aussi, les textures de sol, ils répondent pas de la même façon. Et donc, c'est important d'avoir ça comme base. Maintenant, pour le concept Y-Drops, le concept Y-Drops, ça a été développé par, ici, on voit le site Internet de 360 Yield Center. C'est eux qui ont développé le Y-Drops. C'est un peu une marque déposée. C'est un pendillard qu'on installe sur l'automotrice et ça l'amène l'azote à la base. Ici, vous le voyez un petit peu dans l'image, à la base du maïs. Nous, ici, au Québec, on fonctionne avec la dose scan. Aux États-Unis, c'est Cornell, l'Université de Cornell, qui ont travaillé sur ce concept-là. Et si vous faites des recherches Internet, vous allez trouver l'équivalent, ça s'appelle N-Adapt. Vous savez comment, le principe est aussi, qu'est-ce que les développeurs ont fait, c'est qu'ils ont voulu apporter de l'azote plus tard en saison, juste avant le pic de croissance du maïs. Puis, c'est sûr que ça a les avantages de réduire les pertes à l'environnement. Fait que c'est vraiment intéressant comme concept.
Vous savez comment les agriculteurs sont toujours un peu patenteux. Le White Drops tel qu'il est vendu par 360 Yield Center, c'est quand même assez dispendieux, c'est 1000 pièces la pièce. Et donc, il y a des agriculteurs, hein, toujours patenteux, qui ont développé d'autres façons d'apporter de l'azote à la base du plant, puis de façon moins dispendieuse. Ici, je vous montre une petite shot de Twitter. C'est sûr que quand ça vient le temps de mettre l'azote dans le maïs, sur les réseaux sociaux, on va voir partout toutes sortes de façons de faire. Fait qu'ici, je trouvais que c'était un beau petit système avec axé sur le sarclase et des adaptations qui sont quand même assez faciles. Notre projet combine la dose scan, c'est ça qu'on voulait tester. On voulait tester le White Drops en utilisant la dose scan. Donc, l'essai que nous, on a fait sur 3 ans, on fait une première application de scan à 6 feuilles, 5-6 feuilles, puis une autre application à 8-9 feuilles. Aussi, est-ce que ça va toujours bien, Catherine? Oui, pardon. Oui, c'est bon, parfait. Aussi, qu'est-ce qu'on a pensé que à V10, c'est quand le maïs a 10 feuilles, c'est qu'on est plus dans notre saison, on a plus des indications, ça va-tu être une année mouilleuse, une année froide, etc. Fait que c'est pour ça qu'on voulait tester un apport d'azote à 10 feuilles. Aussi, je voulais quand même mentionner qu'on a des objectifs généraux, c'était de vérifier le concept scan, le concept White Drops pour voir si c'était fonctionnel et rentable. On voulait aussi un des 3 objectifs secondaires de notre projet, c'était diffuser l'information, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et aussi, il y a un volet économie parce que dans notre équipe, on a des agroéconomistes. Et donc, on a fait le volet économie pour vérifier si c'était rentable, ces nouvelles technologies-là. On est rendu à la 3e section. On a fait la dose scan, on a fait les White Drops. Je vous ai préparé, je vous ai montré comment ça fonctionne. Maintenant, on est rendu aux essais à la ferme. J'ai eu une petite jasette avec Gilles Tremblay et mine de rien, à travers les années, ça fait plus de 60 essais qu'on fait avec Gilles Tremblay, qui était au Sérum et qui est maintenant au MAPAC. On a vraiment une belle collaboration avec Gilles et avec le Sérum. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est on installe des essais au champ. Là, vous voyez ici, la première année, comment qu'on fonctionnait. On fonctionne avec 4 répétitions et la première année, on avait 5 traitements. Le traitement, je vais y revenir tantôt. Une répétition, c'est-à-dire une parcelle, c'est 4 rangs de maïs sur 12 mètres de long. Et c'est toutes des parcelles qu'on travaille en équipe puis qu'on installe au champ. Et c'est quand même assez facile à l'agriculteur parce que lui, il a juste une petite section dans son champ où il ne rajoute pas d'azote, on le délimite bien, puis nous, on installe cette parcelle-là. Fait que pour l'agriculteur, l'essai n'est pas trop exigeant. Puis nous, on a des répétitions, fait qu'on a une belle concordance pour voir si c'est vraiment valable les traitements qu'on a faits. En 2e et 3e année, on a réduit les répétitions parce que Gilles, il trouvait que juste la dose scan est séparée en 2 ou unique. Ça ne faisait pas assez de courbes de réponse pour le maïs. Fait qu'en 2e et 3e année, on a, là ici, vous voyez, la première année, le T1, T2, T3, T4, T5.
on voit qu'on a un témoin qui est tout le temps le démarreur. Vous allez le voir dans les résultats. Puis, en deuxième et troisième année, on a rajouté les traitements 6, 7 et 8 qui sont des doses variables pour donner une courbe de réponse. Souvent, le T8, on est à peu près à 250 unités d'azote. Comment qu'on fonctionnait? Ici, quelques petites images. Vous imaginez qu'on n'a pas rentré une automotrice pour installer l'azote au pied du maïs. Et donc, on avait quand même une façon assez simple. On avait une bouteille, puis on calculait la quantité d'azote nécessaire, puis on allait l'installer au pied du maïs. Et c'est tout à partir de nos équipes d'étudiants, de techniciens, des agronomes. C'est une belle corvée qu'on aime bien faire en gang. On est rendu à la période où je vous présente les résultats. Comme vous voyez les images, on aime bien rentrer au champ un peu avant les récoltes, pour pas que le producteur aille attendre après nous. Fait qu'à partir du moment où le maïs a atteint son point noir, on peut rentrer dans le champ puis on prend les rendements. Fait que chaque parcelle, c'est une poche. Et on amène ces poches au sérum et le sérum, ils font l'humidité, le rendement puis le poids spécifique. Les résultats, ici, vous avez beaucoup d'informations. Vous allez voir, c'est quand même un gros projet. Vous voyez ici un petit peu à notre droite toutes les 4 sites, 3 années de temps. Fait que vous voyez, en 2017, les sites portaient les chiffres N7, N8, N9, N10. Et on se promenait Saint-Charles, Richelieu, Marieville, Saint-Grégoire. Et vous voyez les types de sols, les populations moyennes. Puis aussi, je vous ai parlé au début du AWDR, c'est la quantité de pluie. Fait que vous pouvez apprécier comment, à travers les années, les chiffres variaient grandement. Si on regarde 2019 à Marieville, on avait 110. Puis tout à côté, à Richelieu, on avait 40 comme indice. Fait qu'on voit que même si les sites étaient proches un de l'autre, on avait une grande variabilité dans les météos. Aussi, on a fait faire à chaque site l'évaluation de la santé globale des sols. C'est un concept qui a été initié également à Cornell et que le laboratoire Agro-Envirolab de la Pocatière ont repris. Puis, c'est un peu une version québécoise. Et on a 3 cotes de couleurs. On a du vert, le jaune, le rouge. Et les indices donnent une indication de la santé des sols. Puis, à travers ça, on a essayé de voir s'il y avait une corrélation avec les rendements. J'embarque dans les résultats de 2017. Fait que 2017, vous voyez qu'on avait des sites à Saint-Charles, Richelieu, Marieville, Mont-Saint-Grégoire. On avait, c'est ce qu'on essayait de faire à chaque année, 2 sols plus légers puis 2 sols plus lourds. Fait que vous voyez qu'on avait, pour les sols plus légers, de la Saint-Jude et de l'Aston, tandis que nos sols plus lourds, c'était de la Saint-Urbain et de la Sainte-Rosalie. On voit les petits points rouges qui indiquent leur localisation. Ici, c'est une diapositive qui a quand même beaucoup d'informations, fait que je vais prendre un petit peu de temps avec vous pour l'expliquer parce qu'à chaque année, les rendements ils vont être présentés de cette façon-ci. Fait que si vous me suivez avec ma souris, vous voyez ici les couleurs. Le premier 50, c'est souvent le démarreur. Après ça, l'azote qu'on a rajouté à 6 feuilles, c'est le T2, c'est le scan, la dose scan. Après ça, le T3, c'est la dose scan. On a mis les 2 tiers à 6 feuilles, puis on a rajouté à 10 feuilles le dernier tiers de la dose scan.
Le T4, c'est à 10 feuilles, on a refait calculer une dose scan, puis on a rajouté ce qui disait, disons qu'au lieu de 150, ça disait 100, ben on rajoutait juste un peu plus d'azote pour faire la quantité de la dose scan. Et pour le T5, en 2017, c'était la dose scan plus 30 unités. Et donc, vous voyez qu'on a notre démarreur à 50 et on oscille en azote à 200 pour le site N7. Le site N7, si on revient en arrière, c'était un long sableux fin. Je reviens. Puis, les indices, les AWDR, vous voyez 75, 55, 95. Je ne sais pas si tout le monde vous rappelez l'année 2017, mais c'était une bonne année. On a du beau rendement. Puis aussi, vous voyez la petite courbe en haut, ça ici, c'est les rendements. Et donc, sans surprise, on voit que le démarreur a rendu moins. La dose scan, puis son équivalent séparé en 2 fractionnements, a donné un petit peu moins de rendement, mais pas de différence significative. Quand on a refait calculer la nouvelle dose scan à T4, un petit pic de rendement, puis vous voyez un peu plus d'azote, puis cette année-là, il n'y a pas eu plus de rendement. C'est un peu les résultats de 2017. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'informations. Fait que je ne vais pas revenir à chaque site pour expliquer chaque dose parce que sinon on en aurait pour la journée. Donc, on l'a plus général ici. Fait que vous voyez ici, c'est les rendements. Toujours le fun de voir que ça avait été une année avec beaucoup de rendement. Fait que vous voyez, il y a quand même, les sites ne sont pas tous pareils. Ici, on oscille plus dans le 10 tonnes, puis ici, on joue dans le 14-16 tonnes. Fait que c'est toujours le fun, surtout que là, avec le beau temps qui s'en vient, on se met à penser à nos champs qu'on va bientôt semer, puis on espère tous avoir une année 2017 dans nos champs pour l'année qui s'en vient. Les résultats de 2018, on était un peu plus éparpillés dans notre localisation des champs. On avait un essai à Saint-Eugène, à Saint-Hyacinthe et on avait 2 à Saint-Marc. On a encore une fois 2 sols plus légers. On a du Sainte-Hélène, l'onde sableux, puis du contour. Puis, on avait du Dujour qui était un argile limoneuse, puis encore une autre fois de la Saint-Urbain, un argile limoneuse. Vous voyez que les rendements étaient un petit peu moins bons en 2018. Ici, encore une fois, en 2017, on avait 5 traitements. Puis ici, je veux porter votre attention. Les traitements ne sont pas en ordre. Vous voyez, on commence, le premier, c'est tout le temps le témoin, c'est tout le temps le démarreur. Et après ça, le T2, il n'est pas nécessairement en deuxième position parce qu'ils les ont mis en ordre d'apport en azote. Notre T8, c'est toujours le dernier parce qu'il est à 250 environ. Et vous voyez notre T2, notre T3, c'est notre dose scan, tout à la 6e feuille, puis notre T3, c'est fractionné. Notre T4, c'est fractionné avec un nouveau calcul. Et on a ici les rendements qui sont moins bons. Ici, oups, je vais juste reculer. Je suis allée un petit peu trop vite. Vous voyez que le N1, l'indice, le AWDR était à 118, mais sinon, pour les autres sites, on voit qu'il y a vraiment eu moins d'eau. Fait que ça a été une année plus sec. Fait qu'il fallait être positionné pour avoir les bonnes pluies. C'est les résultats de 2018.
ici, vous pouvez apprécier, regardez nos 4 sites, nos traitements 2, 3, nos traitements T4, puis regardez une certaine fluctuation dans les rendements. On passe à l'année 2019. On a encore une fois réparti nos sites sur notre territoire. On avait un site à Saint-Aimé, un site à Saint-Denis-sur-Richelieu, un autre à Marieville, puis à Richelieu. On avait de la Saint-Urbain, de la Providence. On avait de la Providence, mais un loam un peu plus léger, puis on avait de la Fleurie, loam sableux. Les rendements, si vous vous rappelez, je vous ai mentionné que notre T1, c'est toujours le premier. Après ça, on a le T2, T3. Puis, vous voyez ici que les rendements, quand les colonnes portent la même chiffre, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre les traitements. Puis, il y a des sites, vous voyez ici, le N23, comparé à ses voisins, il y avait beaucoup moins d'eau. Puis, le premier site aussi, il y avait moins d'eau. Ici, vous avez les doses scans qui ont été apportées. Fait que, en gros, les résultats de 2019, c'est ce qu'on voit avec toutes les courbes de rendement. C'est beaucoup de chiffres. C'est quelque chose à regarder puis à en faire la compréhension. On est rendu aux conclusions. En gros, ce qu'on retient du projet, parce qu'on a des rédactions de rapports, puis au terme du 3 années, on a eu à lancer des conclusions. Fait que ce qu'on observe, c'est que le double fractionnement d'une même quantité d'azote ne permet généralement pas d'augmenter significativement les rendements, mais la tendance est quand même à la hausse dans 9 cas sur 12. Puis aussi, il n'y a pas eu de perte significative par rapport à, tu sais, des fois, on cherche tout le temps à avoir plus de rendement. Aussi, il faut vérifier si ça ne cause pas des pertes de rendement. Puis, ce n'est pas le cas, ça ne cause pas des pertes de rendement. C'est intéressant aussi de remarquer que le double fractionnement permet généralement de maintenir les rendements du maïs avec une plus faible quantité d'azote. Nous, le projet est subventionné par les fonds verts, le MAPAC, dans un des volets de Prime Vert. C'est sûr que c'est une préoccupation pour le gouvernement de toujours viser à réduire les gaz à effet de serre sans qu'il y ait un impact financier pour les agriculteurs. Fait que c'était l'objectif du projet. Aussi, en conclusion, on voit que la dose scan permet de réduire les gaz à effet de serre par rapport aux pratiques actuelles qui situent l'application d'azote pour le maïs de 200 à 225 kg d'hectare de N d'azote. En moyenne, l'outil d'aide à la décision SCAN est le double fractionnement de l'azote avec les Pandia White Drops, ils procurent un gain financier pour les producteurs. J'avoue que je ne rentrerai pas dans cet aspect-là du projet parce que ça pourrait être une autre présentation, juste le côté financier. Aux États-Unis, quand vous allez sur le site White Drops 360 Yield Center, ils ont un calculateur pour montrer à combien d'hectares on a besoin pour rentabiliser l'achat des pandillards. Fait que les impacts sont dépendants si on est organisé pour faire des traitements tardivement d'azote ou pas. Ce n'est pas tout le monde qui a des automotrices, ce n'est pas tout le monde qui est installé pour ça. Mais nous, avec notre projet, on voulait quand même vérifier si c'était intéressant de se lancer dans ça. Le projet a été financé grâce à une aide financière du MAPAC, du programme Prime Vert.
puis on les remercie beaucoup. Et on avait beaucoup de collaborateurs à notre projet, dont toutes les 12 fermes qui ont participé à travers les 3 années. Fait qu'on leur dit un gros merci. Il y en a quelques-uns qui sont à l'écoute aujourd'hui. Élise Tremblay, ma collègue qui, pendant le projet, a quitté pour faire un projet chez elle, mais qui a quand même fait la rédaction du rapport final. Fait qu'on remercie beaucoup Élise. On remercie beaucoup Gilles Tremblay du MAPAC pour le suivi scientifique de nos essais. Toute l'équipe d'Agriculture Canada, Edith qui est venue installer les sites, Carl qui faisait le lien pour les doses de scan, puis Nicolas Tremblay, bien sûr, qui a pensé à tout ce beau concept-là. On remercie beaucoup IFIGIS. Marc Richard de EcoPlus aussi a été vraiment d'une grande aide. Il nous a tout fourni l'azote pour les projets, puis on le remercie beaucoup. Toute l'équipe au Sérum, on les remercie, puis aussi à travers les 3 années, toute l'équipe du groupe ProConseil. Fait qu'on est maintenant rendu à la période des questions. Fait que je suis tout à vous pour essayer de répondre à vos questions. N'hésitez pas. Puis, je pense que je vais revenir en ondes, puis on va essayer de répondre à vos questions. Donc c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez vous manifester dans le chat, qui est le petit onglet avec une bulle en haut à droite. Vous pouvez aller inscrire là, ou bien c'est ça, activer votre micro et puis prendre la parole. Ah, donc on a une question ici de Stéphane qui demande est-ce qu'il y a un avantage économique à faire une application tardive? Si on est équipé pour, puis on n'a pas besoin de faire de l'investissement, je pense que oui. Moi, j'ai des agriculteurs qui ont assez grand, puis qu'est-ce qu'ils font? C'est que, disons qu'ils ont 35 gallons d'azote de 32 à rajouter. Fait qu'ils vont commencer au début parce que c'est important avec nos grosses argiles. Je parle en général pour mes agriculteurs, mais je pense que c'est stratégique, puis c'est bon de commencer peut-être avec une dose un peu moindre. Moi, j'ai plusieurs agriculteurs qui vont commencer à appliquer leur azote tôt, puis ils vont juste mettre 20 gallons, puis ils vont revenir, puis ils vont faire une deuxième passe plus tard quand le maïs frôle le bas du tracteur. Ça en est une sorte de fractionnement où on n'a pas un gros investissement à faire, on n'a pas à acheter l'automotrice et les pendillards. Puis, c'est une belle façon de fonctionner, puis on a un feeling de la saison. Et comme je vous disais, nous, on est disponible sur le site de IFIGIS. Vous allez voir qu'on est plusieurs partenaires qui font les calculs des doses de scan. Il y a Agri-Conseil Masca, Saint-Hyacinthe, le GIAG, ils sont aussi dans ça, et nous. Alors, est-ce que d'autres personnes auraient des questions pour Michel? C'est sûr que c'est une façon de présenter qui est un peu impersonnelle. Là. On n'est pas habitué à ça. Là. On est habitué d'être en salle, puis d'être tous ensemble, puis de partager nos expériences et tout ça. Mais on essaye de faire avec les besoins de la cause et de garder notre distanciation sociale. Oui. Bon, ben ça marche, mais alors, on a une autre question, Michel. Oui. Est-ce qu'il y a un avantage dans le fractionnement Est-ce qu'il y a une différence dans l'avantage du fractionnement dans les sols argileux par rapport au sol sablonneux? Ah, c'est une bonne question, ça. Élise, elle l'a ressorti dans son rapport, puis elle a retravaillé le rapport, puis la version finale a été faite hier à 3h30. Fait que je sais qu'elle a travaillé là-dessus. Puis possiblement que tous les participants, on pourra vous envoyer le PowerPoint en PDF, puis j'essaierai de mettre une petite diapo parce que je ne l'ai pas en tête présentement, là, c'est un petit peu trop de chiffres. Fait que, mais on pourra rajouter une diapo pour les sols lourds puis les sols légers, l'appréciation de la dose scan puis du fractionnement, parce que je sais qu'Élise elle a fait une conclusion par rapport à ça, mais ça a été un petit peu récent dans son rapport, ça a été fait hier, fait que je n'ai pas pu l'intégrer à la présentation.
Sinon, on se demandait parmi les producteurs là, qui sont présents, ceux qui ont participé au projet, est-ce que vous auriez des commentaires à faire sur l'appréciation de ce que vous avez vu dans les champs ou des commentaires qu'on n'aurait pas mentionnés ou c'est ça, des remarques que vous aimeriez faire? Je ne sais pas si je peux prendre juste un petit peu de temps pour rajouter que lorsqu'on a fait les rendements à l'automne dernier, on a noté un petit peu plus de maladies dans certaines parcelles. On a essayé de voir avec le sérum et le MAPAC s'ils ne pouvaient pas rajouter un peu de sous au projet pour essayer de déterminer si il y avait une corrélation entre les doses d'azote et les maladies, mais c'est un petit peu trop vite, parce que, tu sais, on s'entend qu'on avait des répétitions des doses d'azote, puis plein de maïs en épi, fait qu'on aurait pu visuellement décider de lancer des indices plus d'azote. Est-ce que ça veut nécessairement dire qu'il y a plus de maladies? Mais ça ne s'est pas réalisé. Peut-être que ça sera un projet futur que vous verrez qu'on va faire au champ. Donc, on dit belle présentation, Michel, mais c'est sûr que c'est ça fait beaucoup de chiffres à assimiler, donc c'est sûr que c'est complexe de voir tous ces tableaux, ces graphiques ce matin, là. Juste encore quelques secondes, là, s'il y en a qui veulent faire une intervention, remarques, questions, commentaires. Parfait. Fait que merci beaucoup, puis à la prochaine. Bye bye. Parfait. Merci, Michel. C'était vraiment très bien expliqué, très bien démontré. Donc, je vais retourner à mon partage d'écran. Donc, cette année, on a différents projets. C'est sûr qu'on a différents projets qui vont inclure des plantations, des ouvrages hydro-agricoles et des aménagements là, qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est sûr que c'était moins là-dessus qu'on voulait mettre le focus aujourd'hui là, pour les projets à présenter. Donc, c'est plus par rapport aux projets qui sont plus de type expérimentaux. On a aussi d'autres projets qui ont été déposés, des demandes qui ont été déposées au MAPAC dont on attend toujours la réponse. C'est sûr que c'est une situation un peu particulière en ce moment, donc on n'a pas la réponse de toutes nos demandes encore. Donc, en tout cas, on va voir comment la saison va se dérouler. Mais sinon, j'ai décidé de mettre le focus sur deux projets qui sont déjà en cours, mais donc on va prendre des nouvelles mesures cet été. Donc, le premier projet, c'est le projet sur l'incorporation de l'azote des cultures de couverture. Donc, ça, l'objectif, c'était en fait de voir l'apport, la contribution de l'azote que les cultures de couverture peuvent emmener pour la culture de maïs grain. Donc ça, c'était sur un retour de blé ou une autre céréale, là. On a pris aussi un champ que c'était un retour d'orge. Et donc le but, en fait, c'était de comparer on avait deux facteurs différents. On voulait comparer d'abord les différents mélanges. Donc on avait deux mélanges différents, un avec légumineuses et un sans. Et donc on a utilisé du pois, du radis et de l'avoine. Et dans notre schéma, on a aussi deux moments d'incorporation. Donc, on a un moment d'incorporation au printemps, un à l'automne et une zone en semi-direct, donc il n'y a pas eu d'incorporation. Et en fait, donc c'est ça, là, suite au battage de blé, les cultures de couverture ont été semées. Et il y a des zones, par contre, on va laisser aussi des zones témoins. Donc, c'est-à-dire une zone où on va pouvoir mettre des parcelles d'azote avec différentes doses d'engrais post-levés pour pouvoir établir une courbe de réponse du maïs à l'engrais minéral. Donc, en fait, ça, c'est les zones où il n'y a pas de culture de couverture, mais c'est pour pouvoir savoir quels sont les rendements du maïs dans ce champ-là avec différentes doses d'engrais. Et ensuite, dans les zones où il y a les cultures de couverture, on a aussi des bandes
de maïs qui n'ont pas d'azote en poste levé pour connaître en fait le rendement du maïs qui a reçu seulement de l'azote en démarrage et qui a donc l'effet des cultures de couverture. Donc, le but, en fait, c'est de pouvoir comparer différentes méthodes d'analyse des rendements et de réponse du maïs à l'azote. Et c'est ça, de comparer les rendements en fonction des différentes parcelles de culture de couverture et des différents traitements. Donc, on avait 2 sites dont on a mis des cultures de couverture en 2019. Je vous ai montré aussi une photo de quand on va chercher, calculer la biomasse dans le champ des cultures là, à l'automne. Et on va avoir 2 nouveaux sites qui vont être installés en 2020. Donc, je vais essayer de agrandir. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ce projet-là. Parfait. Donc, le prochain projet dont je vais vous parler, c'est celui de nivellement et de réhabilitation des sols. Donc, dans ce cas-là, l'objectif, c'est d'évaluer les impacts agronomiques et économiques des différentes stratégies d'amélioration, en fait, de la santé des sols. Donc, ici, je vous ai mis une carte de plan de nivellement. Donc, en fait, c'était pour vous montrer un exemple des différentes zones de déblais et de remblais dans les champs. Donc, en fait, le but, c'est d'optimiser en termes de rendement et de rapport bénéfice-coût les différentes stratégies qu'on peut mettre en place là, pour améliorer la condition du sol. Donc, en fait, c'est des sites qui ont été choisis en fonction pour démontrer en fait les effets du drainage de surface qui est déficient, d'une rotation courte qui inclut maïs, soya et un travail de sol intensif. Donc, les effets négatifs de ces pratiques-là, en fait, sur la santé des sols. Donc, c'est ça s'articule surtout autour des travaux de nivellement. Donc, par rapport, on a choisi des sites où il y avait d'importants déplacements de terre, là, donc des coupes et des remplissages d'au moins 8 pouces. Et dans ces sites-là, il y a plusieurs mesures qui ont été prises. Et on veut évaluer l'ensemble de ces mesures-là sur le rendement, l'infiltration de l'eau et l'activité biologique du sol et comment tout ça a une répercussion là, sur la rentabilité économique des champs. Donc ici, sur la photo, on voit une mesure d'infiltration d'eau dans un champ. C'est ça, on va pouvoir comparer les cartes de rendement, donc les cartes de rendement qui vont être produites dans les prochaines années. Et on va prendre aussi les cartes de rendement historiques des années précédentes. Et on va pouvoir faire un suivi en fonction des différentes mesures qui ont été mises en place dans les champs. Donc, le but, c'était de prendre un historique d'au moins au moins 3-4 ans avant la mise en place du projet, puis ensuite de suivre pendant 3 ans. Donc, je vous ai mis un exemple de carte de rendement multi-année. Donc, on peut voir là, la variabilité au sein d'un champ. Et donc, parmi les mesures qui sont prises, outre le nivellement, il y a donc l'apport de matière organique, le chaulage d'entretien et l'implantation d'une culture de couverture et le décompactage mécanique. Donc, en fait, c'est ça, il y a des sites avec différentes bandes de culture de couverture qui sont installées suite au nivellement. Donc, c'est-à-dire, il va y avoir des bandes sans et avec culture de couverture. Et j'ai pas pu m'empêcher de mettre une photo des fameuses bobettes. Donc, c'est les bobettes qui ont été mises dans le champ pour évaluer l'activité biologique à différents endroits dans les champs. Et voilà, ben ça conclut la présentation de ce deuxième projet. Est-ce que vous auriez des questions? Donc, je vais rappeler que voilà, c'est des projets qui sont financés par le MAPAC et on remercie les producteurs qui participent à nos projets.
Donc, je vais revenir ici et je vais, c'est ça, voir si vous avez des questions, des commentaires là, à nous partager. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire qui a été subventionné aussi par le MAPAC. Et donc, dans le cadre de cette activité-là, on va devoir vous envoyer un petit questionnaire là, pour que vous mentionniez votre appréciation de l'activité. Donc, est-ce que vous auriez d'autres questions, commentaires? Je peux désactiver vos micros, vous pouvez le faire vous-même. Donc, Michel fait dire bonne préparation pour vos semis. Donc, la saison commence bientôt. On espère que tout va bien aller pour vous. Parfait. Donc, ben, je vous remercie à tous. Merci d'avoir été présents. C'est une situation un peu particulière, mais on est content de savoir que vous avez été là avec nous. Puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions ou préoccupations, commentaires. Puis, on va vous envoyer un petit courriel bientôt avec le sondage. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée.